Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une histoire un peu tragique. Donc, c'est une fille, une jeune femme qui s'est malheureusement fait agresser dans sa jeunesse. Elle avait 7 et 8 ans. De toute façon, je vais vous mettre l'histoire. L'histoire, elle est en 4 parties, donc je vais pas tout mettre parce que c'est hyper long. Mais si vous avez le temps, la chaîne sur TikTok, en tout cas, ou même je pense que sur les autres réseaux sociaux, c'est plurimédia, voilà. Franchement, souvent, j'aime bien leur sujet. En tout cas, là, j'ai bien aimé. Parce que c'est un sujet assez récurrent, mais qui arrive et qui se banalise trop souvent. C'est-à-dire que des pères qui refont leur vie avec des belles-mères qui ne traitent pas bien leurs enfants, ou même, dans beaucoup d'autres cas, c'est des mères qui refont leur vie et qui mettent leurs enfants de côté et qui font que leurs beaux-pères abusent de leurs enfants, etc. Ça veut dire que comme si l'enfant était un fardeau à un moment donné dans la relation, dans la nouvelle relation. D'où, en général, les femmes sont réticentes à l'idée d'être belle-mère. En général, vous verrez que quand elles le deviennent, entre guillemets, c'est pas naturel. Elles sont beaucoup plus dures avec leurs enfants, avec leurs beaux enfants, excusez-moi, que avec leurs enfants. Je ne dis pas que ça arrive pas de l'autre côté, hein. Mais les hommes ont une tendance à aller beaucoup plus à être beaux-pères que les femmes ne seront belles-mères. Je vais vous faire écouter l'histoire et je vais zapper un peu parce que ces 4 parties, c'est hyper long. Moi, je vais essayer d'aller au mieux, en fait. Ok? Donc, merci, bonne vidéo. De m'accompagner à la piscine. Je suis dans le bassin, il y a je ne sais combien de personnes autour de moi et ils dans le bassin. Tout le monde jouait, ça rigolait. Et en fait, personne ne voyait que j'étais en train de me faire violer devant tout le monde, quoi. Je suis l'esclave de ma mère et en même temps, je suis la marionnette, la poupée, l'esclave sexuelle de mon beau-père. Je pense qu'à partir de ce moment-là, l'envie de mourir ne me quitte pas pendant plusieurs années. Je vivais avec ma grande sœur qui a 5 ans plus que moi, qui est ma demi-sœur. On n'a pas le même père toutes les deux. Et depuis toujours, en fait, on a grandi dans un contexte violent. Ma mère a eu beaucoup d'hommes dans sa vie, donc on avait beaucoup de beaux-pères, beaucoup de passages. Vous avez vu comment ça commence? Regardez le climat. Regardez le climat. Et après ça, on va accuser encore d'autres hommes. Alors que dès le départ, c'est sa mère qui l'a mis dans un truc où, évidemment, que la petite n'a pas choisi d'être dedans. Enfin, la jeune fille qu'elle était. Ou la petite fille, excusez-moi. Passer beaucoup de mecs, elle voit beaucoup de mecs, etc. Climat de violence. Ah, ça donne pas envie de... Mais t'as pas le choix quand t'es petit. T'as pas le choix. Et déjà, les violences, elles venaient à partir du moment où ma mère et ses hommes se séparaient. Un soir, elle a commencé à tabasser ma sœur avec les queues de billard qu'on avait. Mais tabasser vraiment très violemment. Donc ma sœur, elle s'est retrouvée... Enfin, moi, je pleurais. J'arrêtais pas de lui demander d'arrêter. Plus je lui demandais d'arrêter, plus elle s'énervait contre moi. Donc j'avais vraiment pas le choix que d'être témoin de cette scène-là. Elle s'est retrouvée ensanglantée de la tête aux pieds. Et c'est vraiment un moment où, quand je me le remémore, je me le remémore. Enfin, je l'ai en tête. Je l'ai en tête et ça a été dur. Franchement, ça a été dur. Je me souviens de tout, en fait. Je me souviens vraiment de ce que j'ai ressenti, la peur que j'ai eue à ce moment-là. Notre mère, elle avait vraiment tendance à nous faire peur. Donc, on était vraiment dans le silence. Il fallait jamais révéler ce qui s'était passé. Il fallait toujours trouver des excuses, des prétextes. Et ce qui est énervant, en fait, à chaque fois dans ces histoires-là, c'est que quand elles ont ces petites filles, quand elles ont le courage de le dire à leur mère les ignore, en fait. Elle les croit pas. Elles préfèrent s'intéresser à l'histoire qu'elles ont, c'est-à-dire avec les beaux-pères, à s'accrocher à l'amour d'un mec qu'elles connaissent pas, au détriment de ses enfants. C'est-à-dire qu'elles mettent leurs enfants de côté. À chaque fois, c'est le même type d'histoire. À chaque fois, la mère ne croit jamais l'enfant, surtout quand c'est une petite fille, encore plus. De toute façon, déjà le courage énorme qu'elles ont de le dire,
Alors j'imagine même pas quand si c'est un petit garçon, il va jamais le dire. Sa mère va jamais le savoir. Mais regardez le courage qu'elles ont, ces petites filles, de le dire à leur mère et on les croit pas. C'est fou. À chaque fois la même chose. Pour expliquer le pourquoi du comment, on avait des bleus, pourquoi, voilà, donc on était tombés, puis elle rodait nos histoires, hein. C'était vraiment du formatage. J'avais à peu près 11 ans, et en fait j'avais eu un mot dans mon cahier de correspondance qui disait que j'avais couru dans les couloirs, et du coup en rentrant chez moi, j'ai déchiré en fait la page, la page où il y avait le mot, sauf que pour déchirer la page, je devais déchirer les 2 pages. Et bon, c'est passé pendant quelques temps. Un jour, ma mère a fouillé dans mes affaires, elle est tombée sur mon cahier de correspondance, elle a capté qu'il manquait une page, et j'ai fini par lui dire que j'avais eu un mot, et à ce moment-là, elle a vrillé, quoi, elle a pété un câble. Donc elle a pris une chaise, avec la chaise, elle a commencé à me tabasser, mais vraiment, donc là, elle me tapait la tête, mais violemment, c'était bam, bam, bam. Et puis au bout d'un moment, à force de me prendre des coups sur la tête, j'ai fini par mettre mon bras pour essayer de me protéger. Sauf que du coup, en fait, elle a tapé sur mon bras. Donc j'ai le poignet de la main droite cassé, plus un peu l'avant-bras, l'avant-bras qui a été fêlé. Et puis surtout, après ça, c'était pas suffisant, donc elle m'a mise toute nue. Elle a pris, on avait des multiprises, plein de multiprises dans l'appartement. Elle a réuni toutes les multiprises qu'on avait. Et puis, en fait, elle a décidé de m'attacher avec les multiprises. Donc, surtout au niveau du cou, où elle serrait. Et en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle a branché une multiprise à gauche, une multiprise à droite. En fait, elle a enroulé du coup les câbles autour de mon cou, et en fait, elle serrait. C'était tendu, quoi. Et donc pendant plusieurs minutes, elle m'a laissé. J'étais vraiment en train d'étouffer. C'est tellement chaud, c'est tellement horrible ce qu'elle a vécu. Et le problème, vous savez, dans tout ça, moi, ce qui m'énerve, beaucoup de gens croient que j'en ai après les femmes. Non, je suis pour l'équité. C'est-à-dire que autant un homme a mal agi, autant une femme a mal agi, je vais parler. Mais pourquoi j'ai mis pause à ce moment-là, c'est que malgré tout ça, même si elle se lève pour aller raconter ça à l'école, etc., on ne va pas la croire de une. Et dans tous les cas, on ne sait pas l'histoire avant, mais elle a bien dit que c'était pas son père. C'est-à-dire que c'est sa mère qui a eu d'office la garde. J'aurais aimé que là, dans cette histoire-là, son père vienne en héros, mais on ne sait même pas. Je pense pas qu'elle va en parler de son père. Mais le pauvre, il sait même pas que sa fille elle vit ça. À part s'il l'a abandonné dès le départ, ou s'il s'en fout d'elle, ou ça dépend de la version que la mère a donnée. Mais vous voyez, en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que dans beaucoup de cas, même quand c'est avéré qu'une mère a violenté ou violente avec ses enfants, elle a toujours la garde. Par contre, le père, oui, quand c'est le cas, il est éloigné. De toute façon, dans tous les cas, il est éloigné. Et ça, je suis d'accord. Mais il faut avoir une espèce de réciprocité, par exemple, pour les deux. Si c'est la mère ou c'est le père, aucun des deux ne doit l'avoir. Enfin, si c'est l'un ou l'autre, celui qui est violent ne doit pas l'avoir. Mais comme je vous ai dit, une mère même alcoolique, droguée, etc., aura toujours la garde de son enfant. C'est la justice qui est très très mal faite. Et puis quand elle a vu que vraiment j'avais les yeux qui commençaient à tourner et que je commençais à tomber, elle a enlevé les câbles, quoi. Finalement, elle m'emmène chez le médecin. Là, le discours est bien rodé. Je suis tombée dans les escaliers, il s'est passé ça. C'est jamais moi qui racontais comment ça s'était passé. C'est ma mère qui va raconter que je suis tombée de telle et telle manière et que voilà, et qu'il faut absolument me soigner. Et puis elle va se mettre aussi dans une position de mère aimante qui veut protéger son enfant. Et puis en fait, tout le monde tombe dans le panneau. J'ai toujours eu la peur de mourir quand ma mère était violente, toujours, parce que je me suis toujours dit, quand elle vrille, on ne sait pas ce qui peut se passer, et elle était vraiment tellement violente que je pense que ça aurait pu arriver. Moi, j'en suis certaine. Quand j'étais petite, mon objectif, c'était vraiment de lui faire plaisir. Donc, tout ce qu'elle me disait, je le faisais. Et c'est marrant parce que en même temps, c'était ma normalité, ces violences. En même temps,
J'étais consciente quand même que c'était pas normal parce que je savais que je pouvais pas en parler. Ma mère rencontre un autre homme. À ce moment-là, moi, je suis contente parce que je me dis, quand ma mère a quelqu'un dans sa vie, ça se calme un peu. Forcément, elle a pas envie de montrer que c'est une mère trop violente. Et puis cet homme, au départ, il se positionne un peu comme mon allié. Et j'avais ce besoin de ressembler, d'avoir une famille. Puis j'ai 12 ans. Et donc notre machine à laver est en panne. Je demande à mon beau-père, donc je mets plein de linge, on était en hiver, donc il y a des pulls, il y a pas mal de choses, donc à essorer toute seule, c'est un peu compliqué, donc je lavais tout mon linge dans la baignoire. Et je demande à mon beau-père s'il peut venir m'aider pour essorer en fait le linge. Et au moment où on monte, mon beau-père m'attrape, puis là il commence à me faire un câlin et tout de suite je sens que c'est chelou. Tout de suite, je sens que c'est pas un câlin normal. Il se frotte beaucoup, très fort. Il commence à murmurer des choses dans l'oreille. Je sens que son souffle, c'est chelou. Et puis moi, en fait, je suis là. Je lui dis tout de suite non, quoi. Je lui dis tout de suite non. Qu'est-ce que tu fais? Puis donc il me dit chut, t'inquiète, voilà. Il m'entraîne dans la chambre. C'est mon beau-père qui s'est proposé, qui me jette sur le matelas. Et là, en fait, il me pour la première fois. Et puis il est jeté en moi, il me traîne dans la salle de bain, il me dit qu'il faut absolument que je m'essuie, voilà. Et puis je vois qu'il est paniqué. Vous voyez que, en fait, il est tellement instruit, il est tellement au courant de ce qu'il fait et qu'il lui dit d'aller se laver directement pour effacer les traces de suie, les traces de suie corporelle, etc., qu'il a mis sur elle ou en elle. Elle a 12 ans. 12 ans. C'est chaud, hein? C'est chaud. Il y a des trucs qu'on ne peut pas défendre. Et ça, je ne peux pas défendre. 12 ans. Là, sa vie est gâchée. Et puis il est redescendu dans le salon. Et puis voilà, moi je me suis nettoyée. J'étais en état de choc. Et surtout, j'étais consciente. J'étais consciente de ce qui venait de se passer. Je savais que ce que j'avais vécu, c'était un viol. Et j'avais en tête d'en parler à ma mère. Et puis finalement, les choses traînent. Hein, moi, je dis rien. C'est un viol qu'elle a subi et un détournement de mineur. Waouh. C'est les deux en même temps. Normalement, dans un pays normal, il aurait pris une peine de fou. Mais bon, on sait où on est, hein. Parce que je sais pas trop comment aborder le truc. Ma mère m'annonce à peine quelques semaines après qu'elle est enceinte. Là pour moi c'est la catastrophe parce que là je me dis en fait ça va être une autre charge pour moi et ça va être quelqu'un d'autre dont je vais devoir m'occuper. Et en plus de ça, je me dis, je me retrouve un peu coincée parce que si j'en parle, je deviens la personne responsable de l'éloignement de cet enfant avec son père. Et puis finalement, j'essaie de tâter un peu le truc avec ma sœur. Et puis on se met à parler toutes les deux des beaux-pères qu'on a eus. Et j'aborde un beau-père que moi j'avais beaucoup aimé quand j'étais petite, que j'avais notamment appelé papa, mais j'avais 6 ans. Hein. Ma sœur me révèle que ce fameux beau-père, en fait, lui a fait des attouchements. Moi à ce moment-là. Ah ouais. C'est une dinguerie. Est-ce que vous vous rappelez qu'elle avait parlé de sa grande sœur qui était d'un autre père? C'est-à-dire ça a commencé par elle et ça finit par elle. Là, je suis choquée. Je lui demande comment notre mère a réagi. Elle me dit qu'elle lui en a parlé, que notre mère lui a dit de se taire, que c'était pas vrai, que c'était une menteuse. Voilà pourquoi je voulais faire ce type de vidéo, c'est que à chaque fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, les enfants ne sont jamais au grand jamais crus. Et il faut que ça change ça. Même quand ils ont le courage d'en parler dans le milieu scolaire, le milieu scolaire ne les croit pas. Ils convoquent directement leurs parents. Et ils convoquent même leur bourreau, c'est-à-dire le beau-père. Quand ils vont devant la gendarmerie ou la police, j'ai l'impression que la brigade des mineurs ne savent toujours pas parler aux enfants pour qu'ils décrivent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont subi, pour qu'ils les protègent, surtout le mot protéger. Souvent, dans beaucoup de cas, ils les renvoient direct dans les... Comment ça s'appelle? Ils les renvoient dans leur famille et puis ça reprend. Ça reprend de plus belle ou ils les envoient dans des foyers ou dans des familles d'accueil où c'est encore pire que chez eux.
c'est un cercle vicieux, malheureusement, qui finit pas. Ma sœur me parle des fameuses queues de billard. Si ma mère s'est autant défoulée sur elle, en fait, c'est parce que ma sœur a parlé. Là, en fait, moi, à ce moment-là, je comprends que en parler, c'est pas possible. Donc là, je me fais plus violer une fois, voilà, je me fais violer 4, 5 fois, 6 fois par jour. J'ai été opérée d'une scoliose qui était assez grave. Je suis allée en centre de rééducation d'abord et une fois que je suis sortie du centre de rééducation, il est vraiment impératif que je fasse de la natation. Donc bien sûr, c'est mon beau-père qui s'est proposé de m'accompagner à la piscine, donc j'y allais très régulièrement. La première fois que je vais à la piscine seule avec lui, je suis dans le bassin, il y a je ne sais combien de personnes autour de moi et il dans le bassin, devant tout le monde. Et vous voyez, il n'y a personne qui agit. Il n'y a personne qui a trouvé ça anormal de ce qui se passait. Et il y a des caméras, il y a tout. Hein. C'est un lieu public. Hein. Et ça, c'est un moment qui m'a vraiment marquée parce qu'en fait, je me suis dit, en fait, j'étais en public. Tout le monde jouait, ça rigolait, il y a des gens qui nageaient, etc. Et en fait, personne ne voyait que j'étais en train de me faire violer devant tout le monde, quoi. Puis ça arrivait donc fréquemment, hein, à chaque fois qu'il m'accompagnait à la piscine, ça se passait. Et puis il y a un moment où mon beau-père en fait avait déjà une fille de sa précédente union. Ce jour-là, il avait décidé de l'emmener à la piscine avec nous. Et donc on était tous les trois et moi je commence à nager un peu dans le bassin et puis je rencontre un garçon qui a à peu près mon âge et puis on a commencé à se rapprocher un peu, se chahuter. Voilà, il me touchait quand même un petit peu, etc. Et en fait ça a rendu mon beau-père fou. Ça faisait même pas 15 minutes qu'on était à la piscine, il m'a ordonné de sortir de l'eau, il a ordonné à sa fille de sortir de l'eau aussi. Et puis il était en rage. Au moment où je suis en train de me changer, il rentre dans ma cabine. Là, il me dans la cabine. Sa fille est à côté, en train de se changer. Là, il est brusque. Et là, son intention, c'est de me faire du mal. Là, son intention, c'est de me punir. Sauf que sa fille, en fait, elle s'est changée avant nous. Et donc, elle attend de l'autre côté. Et comme elle ne nous voit pas, elle regarde en dessous de la cabine et elle voit que on est tous les deux dans la cabine. Et donc là, elle commence à dire pourquoi vous êtes tous les deux dans la cabine? Donc là, son père, pris de panique, il ressort de l'autre côté, il re-rentre dans sa cabine à lui, voilà. Je dis rien, je suis vide en fait, je parle pas, voilà. Puis là, elle lui dit, mais si, j'ai vu 4 pieds, vous étiez tous les deux dans la cabine. Là, son père, pris de panique, commence à péter un câble, qui lui dit que c'est une menteuse, qu'elle a rien vu, qu'elle a jamais intérêt à en... Tous les points en commun avec... comment ça s'appelle, les pédocriminels, parce que disons les termes, ou que ce soit les vrais criminels, c'est-à-dire eux qui ôtent la vie des gens, c'est qu'ils ont une image à tenir et leurs images auprès de leurs vrais enfants, ils ont peur que ça se sache. C'est-à-dire qu'avec leurs vrais enfants, ils se comportent bien, la plupart du temps. Ils n'ont jamais agressé leurs vrais enfants. Ils se comportent toujours bien et ils ont une image à tenir. Mais avec l'enfant des autres, ils s'en foutent parce qu'ils ont un détachement émotionnel qui fait que ils se disent que c'est pas leurs enfants, donc ils s'en foutent en fait. Et là, dans cette histoire-là, le gars avait peur que sa fille, sa propre fille, l'apprenne. Il avait peur que sa propre fille l'apprenne. Et comme je vous ai dit, ce qui me désole dans cette histoire-là, c'est que ça se voit qu'on lui a confié à sa mère, qui a eu plusieurs parents, enfin plusieurs mecs dans sa vie, elle a eu plusieurs beaux-pères, et jamais on lui a confié, elle, à son père. L'histoire ne dit pas où était son père, mais franchement, c'est dommage. En parler. Et puis tout le chemin, en fait, pour rentrer, en fait, elle continue. Elle dit, mais si, vous étiez dans la cabine, je sais ce que j'ai vu, etc., etc. Et là, quand on rentre à la maison... Ma mère se pose la question de pourquoi est-ce qu'on rentre aussitôt. Puis là, mon beau-père explose. Il lui dit que, en fait, je lui ai manqué de respect, que je suis qu'une insolente. Voilà. Et là, à ce moment-là, ma mère se retourne contre moi. Et là, paf. Je suis l'esclave de ma mère où clairement je fais tout. Et en même temps, je suis la marionnette, la poupée, l'esclave sexuelle de mon beau-père. Et là, en fait, je pense qu'à partir de ce moment-là, l'envie de mourir ne me quitte pas pendant plusieurs années. Puis ma mère décide de faire encore un voyage au Bénin.
Donc le fameux voyage une fois tous les ans, tous les 2 ans. Et puis elle me laisse avec mon beau-père et mon frère. Un soir, je ressens une douleur dans le ventre. Je me suis dit que c'était mes règles, ça me faisait vraiment mal, mais bon, voilà. Puis finalement, j'appelle les pompiers, et puis comme j'ai pas de responsable légal avec moi, c'est mon beau-père qui m'emmène à l'hôpital. Et puis j'arrive aux urgences, je me retrouve avec cette femme médecin qui me fait passer l'échographie. Et là, elle me dit, en fait, t'es enceinte. Et là, à ce moment-là, quand on me dit que je suis enceinte, quand je me retrouve face à cette nouvelle, en fait, je m'effondre. Elle sort, aucune empathie, rien. Pourtant, elle voit l'état de détresse dans lequel je me trouve. Et là, à travers la porte, je l'entends parler avec mon beau-père, lui annoncer ma grossesse. Alors surtout, donc elle me dit que de toute façon, je peux pas le garder parce que c'est une grossesse extra-utérine. Donc mon beau-père, je l'entends à travers la porte se mettre... Vous entendez la gravité des choses qui se passent. Là, elle ne le dit pas, mais elle est en pleine adolescence. Elle tombe en cloque de son beau-père. Pendant que sa mère est partie, elle a voyagé, elle les a laissés. Je dirais pas dans les bras d'un inconnu, puisqu'elle a eu un enfant avec lui, puisqu'elle est avec son petit frère. Mais quand même, d'un mec à qui sa fille lui a confié qu'il s'est passé des mauvaises choses. Et elle est partie faire sa vie. On ne sait même pas qu'est-ce qu'elle est partie faire là-bas. Maintenant, elle en parle, où les autorités, ils voient ça, c'est-à-dire à l'hôpital, ils voient ça, et ils osent lui dire, vous avez de la chance d'avoir un beau-père comme ça ou un père comme ça. Personne ne la croit. Quand tout le monde vous a abandonné, ça ne vous donne plus envie de croire à la justice. C'est tout à fait normal. C'est un truc de fou, cette histoire. Ça aurait pu se finir pire. Et là, franchement, elle a une force de courage de venir en parler devant les caméras. Ça aurait pu être pire. À pleurer, dire que vraiment c'est épouvantable, que ma mère est extrêmement dure avec moi, qu'il faut absolument qu'il me retire cette chose. Et puis elle rentre dans ma chambre et là elle me dit t'as vraiment beaucoup de chance d'avoir un père qui prend autant soin de toi et qui veille à tes intérêts. Et là en fait ça a été la phrase de trop, ça a été le truc de trop. Je me suis dit mais en fait ça va jamais se terminer, jamais. Enfin c'est pas possible quoi. En fait partout où je vais, même quand j'essaye de donner des signes, quoi, en fait, ça marche pas, quoi. Moi, ma mère, je l'avais au téléphone parce que j'étais hospitalisée. Je me suis dit que ça ressemblait un peu aux cicatrices que ma mère avait eues par rapport à son appendicite. Donc, je lui ai dit au téléphone que j'étais hospitalisée pour ça. Sauf que bon, ça fait quand même plus d'une semaine que je suis hospitalisée et que je sors pas. Donc, ma sœur, elle rentre dans ma chambre. Et là, en fait, c'est la première fois que je raconte ce qui s'est passé. Donc j'en parle à ma grande sœur pour la première fois. Ma sœur, elle pète un câble. Elle hurle dans cette chambre. Enfin, en fait, on est là toutes les deux, on pleure. Puis elle me dit tout de suite qu'elle va aller contacter la brigade des mineurs, que c'est grave, faut absolument porter plainte. Donc moi je suis d'accord avec elle, j'appelle ma mère, donc je lui dis que je suis enceinte, elle s'effondre, elle me dit que ça va aller, que c'est pas grave, voilà. Et puis en fait je lui dis non. Et elle la croit pas, hein. Elle la croit pas. Elle prend ça pour un truc à la rigolade, sa mère, elle la croit pas. Franchement, cette histoire c'est une dinguerie. Et heureusement qu'elle a sa grande sœur, qui elle-même malheureusement est passée par là, donc elle la comprend. Parce qu'elle aurait pu avoir un entourage aussi, c'est-à-dire une grande sœur qui dit « Ah non, moi j'ai jamais eu ça, donc qu'est-ce que tu me racontes, t'es une menteuse ». Mais sa grande sœur l'a compris direct. En fait, si je suis enceinte, c'est parce que ton mec m'a... Donc là, c'est le drame. Et puis elle finit par me dire « Surtout, t'en parles à personne ». Et quand je rentre de mes vacances, on va s'asseoir tous les trois, toi, lui et moi, et puis on discutera de la situation et puis on va arranger les choses, quoi. La brigade des mineurs vient très rapidement dans ma chambre pour m'interroger. Je vais raconter le premier. Je raconte que ça a continué. Je vois bien que les deux me croient. Je vois que ça les touche. Ça me fait du bien. Et en fait, mon beau-père et ma mère se mettent d'accord sur une version, donc ils sortent la même version aux inspecteurs, ce qui me fait passer moi pour la menteuse en fait. Voilà.
Et là, la deuxième fois que je suis interrogée par la brigade des mineurs, c'est plus du tout la même chose. Là, c'est alors petite menteuse, on a parlé avec ta mère, elle nous a dit que... Vous voyez, c'est comme ça dans la vraie vie. Autant, comment ça s'appelle? Autant je fais partie des gars qui disent que dans certains cas, il faut le dire, etc. Et je dirais toujours ça, il faut le dire. Mais vous voyez que beaucoup peuvent être découragés. Beaucoup de filles qui subissent ça peuvent être découragées de la justice, des policiers, de l'entourage qui vont pas les croire. Donc ils lâchent l'affaire. Il y en a, ils lâchent l'affaire. Effectivement, maintenant, je peux comprendre une personne qui n'a pas voulu le dire à son entourage, même aux forces de police, etc. Parce que personne ne va les croire. Si même dès le départ, ta mère n'y croit pas, ne te croit pas, te fait passer pour une menteuse, heureusement que son seul soutien dans tout ça, c'est sa grande sœur. La police qui la croit au début, après qui la croit plus. Normalement, la brigade des mineurs doit être impartiale. Quoi qu'il arrive, jusqu'à preuve du contraire, ils doivent croire l'enfant. Oui, il y a eu des faux témoignages, il y a des enfants qui ont menti. Ça, je n'en dément pas. Et ça peut, dans le cas où c'est faux, ça peut porter préjudice à la personne. Mais là, dans un cas comme ça, comment on peut la croire au début, après ne plus la croire? Enfin bref, pardon. C'était pas vrai, on a parlé avec ton beau-père, t'as pas honte de faire ça, un homme qui tient tellement à toi. Il fallait que je sois placée en famille d'accueil. Donc normalement, c'est un placement qui devait durer 2 jours. Finalement, ça a duré 2 ans. Et je me suis retrouvée à Auxerre. J'arrive dans cette famille d'accueil a joué un rôle tellement important dans la femme que je suis, parce qu'en fait, c'est là-bas que les chaînes de ma mère ont commencé à lâcher, quoi. Et c'est là-bas que... la petite fille que j'étais a commencé à vivre. Et moi, je le dis toujours, parce que ça s'est passé quand j'avais 15 ans. Le premier jour, je me souviens que voilà, j'avais dit à la mère de ma famille d'accueil que j'avais pas de chaussons. Puis elle est partie faire une course, et puis 1 heure après, elle est revenue, elle m'a dit « Tiens, je t'ai rapporté... » Eh ben, franchement, c'est magnifique. Autant tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a un cercle vicieux qui fait que quand ils vont dans certaines, je précise bien, dans certaines familles d'accueil, ou comment ça s'appelle, ou la DAS, je ne sais plus on dit quoi comme mot maintenant, mais je crois que ça a changé, on ne dit plus la DAS. Mais en tout cas, je disais que quand elles vont dans certaines familles d'accueil, ou même à la DAS, c'est pire, ou c'est le même cycle incestueux qui continue pour l'enfant, etc. D'où il y a des enfants, il y a eu des rapports où, comme quoi il y a des petites filles ou des jeunes garçons qui sont amenés à donner leur corps, en fait, vous voyez, à devenir des filles de joie, etc. Parce que ils ont connu que ça. Pour eux, c'est normal, à 12 ans, 13 ans, c'est normal de donner son corps, en fait. Parce que tout le monde les a délaissés. Personne ne les croit. Il se passe des choses horribles là-bas. Et ça ne devrait plus arriver. Il n'y a pas d'année, mais ça ne devrait plus arriver. Et franchement, j'ai pas encore fini l'histoire, mais c'est magnifique de l'entendre dire que on l'a cru enfin, qu'elle trouve une mère normale. Et des chaussons, ça paraît con, ça paraît même débile en fait de s'extasier en fait sur quelque chose d'aussi quelque chose d'aussi banal et d'aussi simple, mais pour moi, voilà, elle m'avait acheté des chaussons. J'avais besoin de chaussons et elle m'avait acheté des chaussons. Pendant ces 2 ans, je continue d'être auditionnée par la brigade des mineurs. Et puis dans un premier temps, il y a un non-lieu. Voilà, c'est parole contre parole. Et au moment où je suis entrée, on m'a dit que j'étais une menteuse parce que ma mère et l'ex-femme de mon beau-père avaient affirmé, donc, quand elles ont été auditionnées, que comme mon beau-père avait un gros sexe, elle saignait à chaque rapport. Après les rapports, elle saignait. Et moi, j'ai jamais saigné pendant les rapports. Puis il y a une autre chose, c'est qu'on me demande de décrire le sexe de mon beau-père, que je décris parfaitement. On essaie de me mettre le doute, mais vraiment, je le décris tel qu'il est. Et puis on me demande... Je m'y connais pas, mais je pensais pas qu'on allait jusqu'à demander la taille de l'agresseur. La taille de son engin, la taille de son sexe. Je savais pas qu'on demandait ça.
Si vous le savez en commentaire, dites-le moi, mais je ne savais pas. Jusqu'à même décrire s'il est anormal, etc. Je ne savais pas qu'on demandait tout ça. Je l'apprends. Mais c'est un truc de fou. Et ça, c'est pour vérifier s'il la croit ou pas. C'est pour voir si elle dit des choses vraies. Elle a tout décrit, malgré tout ça, on ne l'a pas cru. On demande de dire avec mes doigts, de mesurer, de dire à peu près la longueur de son sexe. J'indique 16 cm avec mes doigts. Je décris que son sexe est telle manière, qu'il a une tache de naissance comme ça, qu'il a un qui est rose, qui machin. Non, on me dit t'es sûr qu'il a un rose parce qu'il est noir, les noirs ils ont des noirs, machin. Puis moi je suis là à me dire mais en fait est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, mais je sais, parce que c'est moi qui ai subi, hein. J'ai subi pendant 3 ans. Donc au moment où j'arrive au procès, du coup je suis pareil, un peu en dissociation, mais en même temps, j'essaye d'être un peu là pour suivre. Et je pense que c'est la première fois que j'entends vraiment tout. Et en fait, la juge, en lisant, en fait, elle est là, et elle me dit, mais en fait, comment vous pouvez dire à une enfant que c'est une menteuse parce qu'elle n'a pas saigné? Est-ce que vous avez fait des examens médicaux dans votre enquête pour dire si oui ou non c'est normal qu'elle ne saigne pas, ou si oui ou non c'est normal que ma mère et l'ex-femme de mon beau-père aient saigné par exemple. Et puis elle relève le fait que j'ai mesuré avec mes doigts. Et là c'est la première fois que j'entends que ce que j'ai fait, c'est exact. Et finalement, alors qu'on partait très pessimiste avec mon avocate, à un moment il y a une petite suspension d'audience. Et là mon avocate elle me dit en fait on va le gagner ce procès, et en fait on y va quoi. Moi qui pensais ne pas avoir besoin de cette décision de justice, finalement mon beau-père a été reconnu coupable et j'ai été reconnue victime. Magnifique, j'ai bien fait de regarder ou de mettre jusqu'à la fin. Magnifique, waouh. Ah franchement, c'est horrible ce qu'elle a vécu. Bon, c'est pas fini, mais c'est waouh. J'ai été reconnue victime de violence, j'ai été reconnue victime de négligence. Et d'entendre en fait cette juge s'excuser auprès de moi et de me dire que la justice vraiment reconnaissait tous les torts qui m'avaient été causés et qu'elle s'excusait au nom de ça. C'est lui qui devait avoir honte, c'est lui qui était condamné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il arrive en France, en fait, il ira en prison. Et je pense que là où j'ai le plus de traumatisme, c'est justement dans ma relation avec ma fille. Je lui dis qu'il faut absolument toujours qu'elle me fasse confiance, parce que ça aussi, c'est important pour moi. Et c'est aussi dur parce que j'ai tellement peur qu'il lui arrive quelque chose. Tellement. Et cette psy qui m'a suivie pendant 2 ans, presque 3 ans, mais à hauteur de 1 à 2 fois par semaine, hein, tout le temps. Et puis si j'y allais pas, elle était là derrière. C'est la première, je pense, qui a réussi à... J'aimerais préciser aussi, effectivement, comme elle vient de le dire, le travail de la psychologue juste après. Juste après une petite fille qui a été détruite par la société. Je dis bien par la société parce que au début, par le cercle familial, déjà dès le départ, quand elle a dit l'histoire, ça a commencé très très mal. Violence, etc. Mais elle n'a pas le choix, les petites. Ensuite, je dis la société parce qu'elle le dit à la police, elle le dit aux médecins, donc à l'hôpital, personne ne la croit. Et il a fallu la belle famille, c'est-à-dire, comment ça s'appelle ? Il a fallu la famille d'accueil pour qu'enfin la parole soit libérée. Mais c'est... Me faire prendre conscience que vivre avec un parent schizophrène, c'est extrêmement compliqué. Elle s'est beaucoup droguée, elle a pris beaucoup de médicaments, elle était extrêmement violente, elle était mythomane, elle était kleptomane. Elle m'a permis de faire une vraie thérapie, de comprendre mon histoire, de savoir pourquoi j'avais agi de telle et telle façon, de comprendre que ce n'était pas de ma faute, que j'étais une victime. J'ai besoin aujourd'hui que ce soit rendu public. J'ai besoin aujourd'hui, j'ai envie de rencontrer des jeunes par exemple qui sont placés, de leur donner une force, j'ai envie de leur donner une niaque et de leur dire mais en fait
voilà, des choses compliquées, c'est injuste. C'est pas juste quand on vit des choses comme ça, c'est pas juste. Mais il faut se détacher de ça parce que si on se raccroche à ça, malheureusement, on s'en sort pas. Il y a peut-être une dernière chose que j'ai envie de dire que j'ai pas abordée. Je comprends cette envie de crever. Et quand on ressent ça, on a l'impression que c'est la fin du monde, on a l'impression qu'il se passera jamais rien de beau et jamais rien de bien après. C'est vraiment ce qu'on ressent. On a l'impression que l'état dans lequel on est, on n'en sortira jamais. Et du coup, là, c'est plus un petit message pour toutes les personnes qui ont ces pensées-là et qui ont un jour eu envie de mettre fin à leur jour ou qui continuent de vouloir le faire. Non, mais le faites pas parce que la vie... quand on se bat, c'est dur, on se bat, et après, quand c'est passé, quand la tempête, elle est finie, la vie, c'est juste trop génial, quoi. Et on peut y arriver. Donc, histoire assez poignante, les gars. Franchement, je sais même pas comment elle a fait pour survivre, mais elle l'a fait. Je vous ai dit pluriel, média, excusez-moi. Vous pouvez les retrouver, je pense que c'est sûr à 100% qu'ils ont une page YouTube. Vous voyez. Donc là, moi, j'étais sur TikTok. Franchement, ils ont très très bien fait ça. L'histoire est magnifique. Comme quoi, je vous dis, faites attention à votre entourage. Et si vous le pouvez, croyez les enfants. Oui, je le sais, dans un cas minoritaire, il y a des enfants qui sont amenés à mentir parce que on les a instrumentalisés contre, que ça soit leur père, que ça soit leur beau-père, contre leur oncle. On les a instrumentalisés. Parce qu'un enfant de 2 ans jusqu'à 3 ou 4 ans, voire 5 ans, c'est là qu'ils prennent des informations. Donc, si vous les avez menti toute leur vie, entre guillemets, ils vont mémoriser ça et pour eux, ça va être normal. C'est comme les agressions aussi. Si vous les agressez à un certain âge, ils vont croire que c'est normal. Ils vont croire que les choses qui leur arrivent est normales. Que c'est comme ça, la vraie vie. Non. Et elle a eu cette résilience, cette force de se combattre. De combattre le système et combattre sa famille. Parce qu'on ne choisit pas sa famille. Mais heureusement qu'il y a des gens qui ont cru en elle. Et franchement, ça se finit très très bien. Donc les gars, faites attention à vous. Surtout, mesdames, croyez vos enfants. Croyez vos enfants. Je sais que souvent, dans certains cas, vous êtes tellement pressés de vouloir refaire votre vie, etc. Mais ne mettez jamais vos enfants de côté pour un homme. C'est moi-même qui vous le dis, je suis un homme. Regardez ce que ça peut faire. Vous croyez jamais vos enfants. Croyez vos enfants. Et arrêtez de croire que vos enfants, vos filles, même si on rigole tout le temps avec ça, que vos filles sont vos rivales. Vos filles, dans la majorité des cas, ne sont pas vos rivaux. Elles n'ont aucun intérêt à vous prendre votre beau-père, enfin votre mec, leur beau-père. Arrêtez-moi ça. Les gars, si vous pouvez sensibiliser la jeunesse dessus, franchement, parce que celle-là, Marilyn, ce qu'elle a vécu, c'est une dinguerie. Et il y a tout le temps ça, malheureusement. Donc voilà, c'était une petite histoire. Abonnez-vous les gars, likez, partagez, on s'attrape.